Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Santolari et je suis Ségolène, assistante des patients chez IVF Donostia. Aujourd'hui, donc, nous allons voir avec le docteur Santolaria le don d'embryon versus le double don. Donc, pour vous présenter un petit peu le docteur qui va vous présenter celle-ci aujourd'hui. Donc, elle est gynécologue chez IVF Donostia depuis l'année dernière. Elle est spécialisée en fertilité. Donc, elle va nous présenter ce soir les différences qu'il peut y avoir entre une adoption d'embryon et le choix d'un traitement par double donation. Sachez qu'après la présentation, vous pourrez poser toutes vos questions et elle y répondra. Pour le faire, il faudra que vous passiez par l'icône qui dit questions et réponses et je lirai à haute voix pour que tout le monde puisse en profiter les questions de chacun d'entre vous et le docteur y répondra. Sachez aussi que le docteur Santolaria nous organisera avec nous un patient meeting les 22 et 23 septembre prochains, auquel vous pouvez tout à fait vous inscrire et bénéficier de ce fait d'une mini-consultation avec la gynécologue afin qu'elle puisse vous donner avec un petit peu plus de précision et d'intimité des réponses à votre situation actuelle. Je laisse maintenant la parole au docteur pour qu'elle vous présente donc les différences entre le don d'embryon et la double donation. Je peux commencer? Oui. 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 Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Et merci Ségolène pour la présentation. Et comme elle l'a déjà mentionné, le sujet aujourd'hui est le don d'embryon. C'est un sujet très intéressant et qui peut soulever beaucoup de questions. Donc, je vais faire une présentation simple parce que je pense qu'il sera plus intéressant de répondre à vos questions. D'accord? Et la première chose que nous devons connaître est la définition de l'embryodonation et de le double don. Après, on parlera de ces indications et du procès de l'embryodonation. Je vais donner aussi quelques considérations du cadre juridique en Espagne. Et finalement, on répondra à la question plus importante, quel traitement choisir et pourquoi. L'embryodonation concerne l'adoption des embryons qui sont donnés par autre couple, d'accord, et lesquels ont complété son désir d'avoir un enfant. Ce sont des embryons qui ont été déjà créés pour un traitement de reproduction dans notre couple. La différence avec les double dons est qu'avec les double dons, nous devons créer de nouveaux embryons, d'accord? On utilise donc le sperme d'un donneur et ovocytes d'une donneuse et les donneurs sont indépendants. Et nous devons faire pourtant les ICSI dans les laboratoires. Pour quels patients ces traitements sont indiqués? Bien, le premier cas, c'est les couples hétérosexuels dont les deux membres ont des problèmes de fertilité. Pourtant, on a besoin d'un donneur de sperme et d'une donneuse d'ovules. Il y a un traitement aussi pour les femmes célibataires dont la réserve ovarienne est insuffisante ou faible. C'est-à-dire, quand la femme célibataire, en plus d'avoir besoin d'un donneur de sperme, a besoin des ovocytes. Et pour les couples de femmes où les ovocytes d'acon de femmes ne peuvent être utilisés pas. Et finalement, en cas d'échec d'implantation ou de fausses couches répétées. Ce sont des cas complexes quand nous avons déjà fait tout ce que c'est possible avec les embryons de couple. Dans ces cas, quelquefois, nous pouvons essayer de changer un gamète si on soupçonne que c'est le problème ou même changer les deux pour un nouvel traitement. D'accord? Comment est le processus de le don d'embryon? Bien, le don d'embryon est un processus plus facile médicalement et rapide que d'autres traitements de reproduction. Beaucoup de vous connaissent les processus de la stimulation ovarienne qui a besoin de quelques jours et surtout de plus de médication pour stimuler les ovaires. Et aussi, on a besoin de l'anesthésie pour la punction qui peut avoir des complications.
Il est nécessaire de faire la fécondation dans le laboratoire et attendre pour savoir combien d'embryons sont disponibles pour le transfert. Et si les femmes ont plus de 38 ans, nous devons également biopsier les embryons et attendre pour les résultats. Avec les dons d'embryons, on saute toutes ces étapes, d'accord? Nous devons seulement préparer l'endomètre et sélectionner un bon embryon avec les caractéristiques nécessaires et faire le transfert. Et la femme n'a pas besoin d'anesthésie ou de médicaments pour stimuler les ovaires. Il est possible aussi de faire la préparation en cycle naturel pour les femmes qui ont des mauvaises tolérances à quelques médicaments. Ici, vous voyez un schème du procès. Et quand vous décidez de faire le traitement, nous envoyons un planning avec les dates approximatives, d'accord, pour vous organiser. Mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de rendez-vous comme dans la stimulation, c'est différent. Et normalement, avec les règles, nous commençons la préparation de l'endomètre, d'accord, et avec estrogène. Les voies d'administration des estrogènes peut-être PADS ou pills. Et normalement, avec 2 ou 3 semaines, c'est suffisant pour avoir une bonne préparation. Pour vérifier l'état de l'endomètre, nous faisons une échographie et une prise de sang pour confirmer. Et finalement, après, nous commençons avec la préparation avec les progestérone, qui sont des ovules vaginaux, et pendant 6 jours. Et finalement, on fait le transfert embryonnaire dans notre clinique. Normalement, nous préférons faire notre prise de sang les jours du transfert ou les jours d'avant. Et après 10 ou 11 jours, nous pouvons réaliser un test de grossesse ensemble. Pendant l'arrivée de la règle et la préparation, nous faisons le travail de trouver un bon embryon pour les couples ou pour les femmes. Et les donneurs d'embryons doivent réunir les mêmes conditions que les donneurs de gamètes. L'âge pour les femmes entre 18 et 35 années et pour les hommes, il est entre 18 et 50 années. Mais normalement, les banques de sperme, les donneurs ont moins de 40 ans parce qu'il n'y a pas de problème pour trouver donneurs. Et on fait aussi un test de dépistage négatif pour les maladies infectieuses, génétiques et héréditaires. Après, on parlera de ces tests. Et pour les embryons, à différence du don d'ovule, il doit avoir une fertilité confirmée. Parce que ce sont des embryons des couples qui ont déjà, eux, des enfants. Et les caractéristiques phénotypes, la race, le terre, les couleurs de cheveux et des yeux, et autres comme les groupes sanguins et les RH, seront prises en compte. D'accord? Il y a une question que nos patients répètent beaucoup, c'est quelle est l'importance de la sélection du groupe de sang. Médicalement, cela n'a pas d'importance du tout. C'est important si vous ne voulez pas dire à vos enfants que vous avez fait un traitement avec embryon, si le groupe est incompatible avec vous. Mais il a d'importance pour chercher l'embryon parce qu'il y a quelques groupes qui ne sont pas très courants et nous pouvons avoir des difficultés pour trouver l'embryon. Tous les embryons en adoption ont passé les tests requis par la loi espagnole. Les tests qui sont obligatoires, qui sont les karyotypes, les tests de fibrose kystique, et nous testons aussi le syndrome de X fragile. Pour notre donnée, nous faisons tests pour autres maladies, mais ce n'est pas obligatoire par loi. Et donc, dans l'embryodonation, en plus de ces tests, les donneurs des embryons peuvent avoir effectué d'autres tests. Quand un couple a donné ses embryons, et parce que
ils ont eux déjà un enfant en bonne santé. Donc, la réalisation d'autres preuves comme les tests de screening des maladies récessives n'est pas en condition pour donner. Quand vous acceptez un embryon, nous vous informons de les tests que nous avons faits avec cet embryon. D'accord? Bien, les dons d'embryon est prévu à l'article 14 du 2006 de la loi espagnole. Et les dons de gamètes ou les dons d'embryon en Espagne est anonyme, volontaire et altruiste. Et c'est obligatoire de faire un minimum de tests, comme j'ai déjà dit. Et c'est une législation qui est ouverte et non excluante. Nous avons une loi bioéthique sûre qui a 30 ans d'expérience et nous avons des taux de réussite supérieurs à la moyenne européenne. L'Espagne, c'est un pays leader dans les dons d'organes, mais aussi pour les dons de gamètes. Et donc, pour tout ça fait que l'Espagne est le choix numéro 1 en Europe pour le traitement des dons de gamètes. Pourtant, quels sont les avantages du don d'embryon? Bien, ce sont des embryons, la première chose, c'est que ce sont des embryons de grande qualité et des patients dont la fertilité a été vérifiée. Et c'est un processus plus facile et plus rapide et pourtant le coût total est réduit. Et la partie économique, c'est un avantage. Et il y a quelques avantages qui sont également un avantage du double don, comme qu'il n'y a pas de stimulation hormonale pour obtenir les ovocytes. Et il y a une possibilité de faire les transferts avec un cycle naturel et aussi que l'anonymat total du don stipulé par la législation espagnole. Et bien, finalement, un avantage est le taux de grossesse qui est haut, d'accord, et dans notre clinique, il est entre 70 et 120% de grossesse. Si vous vous demandez quels sont les rencontres, les inconvénients sur les dons d'embryon, bien, je pense que c'est clair. C'est plus facile de chercher deux donneurs pour affiner les caractéristiques physiques du couple qui va recevoir l'embryon. C'est plus facile de trouver deux personnes différentes pour affiner les caractéristiques qu'avoir un embryon avec les caractéristiques d'un couple. D'accord? Et en plus, les dons d'embryon sont plus limités en nombre que le double don. Il y a plus de données d'ovocytes que d'embryons. Et pour les embryons donnés, les tests réalisés peuvent être limités. Il n'est pas obligatoire d'avoir fait, comme j'ai dit, un matching de maladies récessives, par exemple. Mais comme je l'ai déjà mentionné, quand un couple a donné ses embryons, et parce qu'ils sont eux déjà un enfant en bonne santé, c'est un embryon avec une fertilité prouvée. Donc, si vous hésitez entre les doubles dons ou les dons d'embryon, chaque cas doit être évalué, d'accord? Mais la question économique, soyez assurés que les embryons ont prouvé leur fertilité sont deux choses importantes pour se décider en faveur de l'embryodonation. Donc, je pense que c'est tout. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur. Alors oui, on a une question d'un de nos participants qui voudrait savoir si une irritation de l'utérus peut empêcher une grossesse par FIV. Une irritation. Oui. Bien, en irritation, il dépend quel type d'irritation. Il y a quelques infections que l'utérus peut avoir et qui peut
qui peut difficulter la grossesse, oui. Si vous parlez de ce type d'irritation, oui. Peut-être que la personne qui nous pose cette question voudrait savoir si, par exemple, s'il y a une inflammation au niveau de l'utérus ou est-ce que... Oui. Oui, une endométritis chronique, par exemple, dans les cas que nous avons, nous pouvons faire des tests pour vérifier que l'utérus, l'état inflammatoire est bien dans l'utérus, d'accord? Et normalement, nous faisons ces tests dans les cas avec fausse couche ou échec d'implantation répété. Ok. Nous avons une autre question qui est de savoir si les biopsies de l'endomètre sont obligatoires pour faire une FIV avec le don d'embryon. Non, ce n'est pas obligatoire, pas du tout. Peut-être vous pouvez nous rappeler dans quel cadre est-ce que ces biopsies de l'endomètre et Oui. quelles sont ces biopsies de l'endomètre sont finalement recommandées? Et nous faisons la biopsie de l'endomètre dans les cas avec échec d'implantation, dans les cas complexes, d'accord? Normalement, pour un premier FIV ou pour un premier transfert, nous ne faisons pas ces tests. Et il y a différents tests pour étudier l'endomètre. Une chose, c'est les RMAP, d'accord? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est trouver le bon moment pour transférer l'embryon. Normalement, nous faisons le transfert de l'embryon à jour 6, d'accord? Parce que c'est normalement la femme, nous avons 7 jours pour préparer avec la progestérone. Mais il y a quelques femmes qui peuvent avoir la fenêtre d'implantation un jour avant ou un jour après. Donc, quand nous avons, par exemple, fait beaucoup de traitements, nous avons fait 2 transferts et il n'y a pas de grossesse, nous recommandons le faire, d'accord? Et quand nous faisons les biopsies de l'endomètre, nous pouvons aussi étudier l'inflammation et que c'est les IMAP, d'accord, et aussi les cells natural killers. Et aussi, nous pouvons étudier s'il y a quelques infections, quelques inflammations et les traiter avec avec des médicaments. Ouais. Ok. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser à quel moment sont faites ces biopsies et comment ça se déroule concrètement? Oui, si vous... vous voyez ici le schème, d'accord? Normalement, nous pouvons faire les traitements directement. C'est-à-dire, nous pouvons commencer avec les règles et faire la préparation. Mais pour les femmes qui est la première fois, nous pouvons recommander faire un cycle pour tester si avec l'estrogène, ça suffit pour préparer l'endométrium. Donc, nous pouvons faire ces cycles avec les règles, commencer avec l'endomètre et après l'échographie et le progestérone pour voir que tout va bien pour le transfert. Pour les cas que nous devons faire les RMAP ou les biopsies de l'endomètre, nous les faisons ici, dans le moment de le transfert. Et donc, nous commençons avec les règles, nous faisons toute la préparation et après les jours du transfert, nous faisons la biopsie. D'accord? Et c'est important de les faire ces jours parce que c'est les jours qu'il se suppose d'avoir une implantation. Ok, très bien. Nous avons une autre question. Alors, la personne qui nous posait la question sur l'irritation de l'utérus demande si déjà il y a une façon de savoir si cette irritation est chronique ou pas. Les choses, c'est que je pense qu'elle parle d'une endométritis chronique, non? Parce qu'irritation comme ça, nous parlons d'endométritis et oui, nous pouvons savoir si l'endométritis est chronique, mais il y a des traitements pour
pour ça. Ok. Ensuite, nous avons une autre question. Donc, dans le cas d'un double don, la personne nous demande, nous avons un groupe sanguin du couple, la femme A+, l'homme O-. Oui. Et quel est le groupe sanguin du donneur et de la donneuse que nous allons sélectionner dans ce cas? Et A plus et O-. Et donc, vous pouvez avoir un enfant à plus ou à moins ou 0 plus ou 0 moins. Donc, vous ne pouvez choisir un donné ou un donneur avec V ou AB. Mais du coup, je pense que la question, c'est dans le cadre d'un double don, est-ce qu'on va prendre en considération le groupe sanguin Seulement si vous voulez. Et ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas une chose médicale. Et vous pouvez avoir un enfant de tous les groupes. Et ce n'est pas un problème pour la grossesse ou pour l'enfant. Et c'est une chose seulement de compatibilité et si vous ne voulez pas dire à votre enfant dans un futur que vous avez fait un traitement avec donation, mais ce n'est pas un problème médical. Super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, nous avons une personne qui est en contact du coup déjà avec nous et qui est dans le processus finalement avec nous dans une adoption d'embryon, qui pose des questions un peu plus précises quant à son planning, on va dire, pour un transfert, une date bien précise. Simplement pour vous dire que je vous répondrai peut-être plutôt en privé dès demain par mail pour vous donner plus de précision quant à votre traitement, mais vous inquiétez pas, vous aurez exactement votre planning puisque, comme le disait le docteur, nous allons, à chaque fois que vous faites un traitement, on vous prépare un planning pour vous expliquer et vous dire exactement à quel jour vous commencez la médication et à quel jour vous réalisez les échographies et prises de sang de contrôle. À ce sujet, une participante nous demande la première échographie, quand est-ce qu'elle est réalisée? La première échographie Oui. de les traitements. Oui. Oui. Je pense que la question est surtout de savoir est-ce que peut-être avant les règles ou le jour des règles, il y a une première échographie de réaliser pour vérifier si tout est, entre guillemets, un petit peu au repos. Oui, ce n'est pas obligatoire, mais normalement, surtout quand vous faites le traitement loin d'ici, nous préférons avoir une échographie dans le moment des règles pour confirmer que les ovaires sont en repos et qu'il n'y a pas de cystes ou quelques problèmes avant de commencer avec la préparation. Parce que sinon, nous pouvons arriver ici et avoir quelques problèmes. Oui, ce n'est pas obligatoire. Normalement, avec les règles, les ovaires sont en repos. Mais si vous avez des règles irrégulières ou quelque chose, normalement, nous préférons une échographie basale pour vérifier que tout c'est bien pour commencer. Super. Donc, en résumé, il y aurait une échographie le jour des règles ou en tout cas dans les premiers jours des règles pour vérifier que tout est au repos. Et ensuite, c'est environ après 2 ou 3 semaines de prise d'œstrogène, il y a la fameuse échographie et prise de sang de contrôle pour vérifier si l'endomètre a suffisamment grossi, si toutes les hormones sont au bon niveau. Et à ce moment-là, si tout est OK, commencer la progestérone. Oui. Si nous faisons un cycle naturel, c'est différent parce que nous devons faire beaucoup de contrôles. Juste que je vous coupe, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est un transfert sur un cycle naturel? Oui, un transfert avec cycle naturel est sans prendre des estrogènes. Et
Donc, nous attendre les règles et nous faisons un contrôle pendant tout le cycle pour voir comme les follicules est en train de grandir. Et quand c'est le moment avant l'ovulation, nous faisons un piqûre pour provoquer l'ovulation. Donc, c'est important de faire échographie pendant le cycle parce que nous ne pouvons savoir exactement le moment de l'ovulation. Donc, si vous arrivez après 2 semaines et il y a déjà eu une ovulation, et nous devons arrêter tous les traitements parce que les jours de progestérone et les jours avant le transfert sont très importants pour les succès du traitement. Ok. Et dans quel cas est-ce qu'il y aurait plutôt une préparation de l'endomètre finalement avec des œstrogènes et de la progestérone, et dans quel cas il y aurait une préparation sur cycle naturel? Et quand nous parlons des taux de grossesse, c'est les mêmes, d'accord? Et s'il y a les patients qui, par exemple, ont des règles très irrégulières, nous préférons faire les transferts avec la préparation avec estrogène parce que c'est plus facile contrôler l'ovulation, d'accord? Mais ce n'est pas une chose qui change les résultats finaux, d'accord? Les taux de grossesse sont les mêmes. Il y a aussi quelques femmes qui peuvent avoir problème avec les estrogènes ou avec les traitements hormonaux et elles préfèrent de faire avec cycle naturel. C'est aussi plus facile vous organisez les rendez-vous avec votre gynécologue et les rendez-vous pour venir ici pour le transfert avec la préparation de l'endométrio avec l'estrogène qu'avec le cycle naturel. Parce que nous ne pouvons contrôler les choses dans le cycle naturel. Okay. Une participante nous demande si les œstrogènes, c'est Provames. Provames. Oui. Provames. Un moment. Et en France, normalement nous vous prenez les hormones. Mais Provames. C'est le nombre commercial. Oui, c'est ça. Donc, Provames, ce sont des œstrogènes. Oui. Normalement, oui, nous faisons la recette. Ça dépend des médicaments que chaque clinique ou chaque... Oui, mais normalement, ici, nous employons les hormones. Oui. Ok. Alors, il y a une autre question d'une participante qui nous dit que dans certaines cliniques, les transferts se font toujours vers le 20e jour du cycle. Elle voudrait savoir si c'est pareil pour notre clinique. Comme je n'ai compris la question. Il y a certaines cliniques qui proposent des transferts des embryons à J20 du cycle, au 20e jour du cycle. Du coup, elle veut savoir si au sein de notre clinique, c'est pareil. Alors, je pense que vous avez un petit peu déjà répondu à la question. Oui, non. Et ici, nous faisons un planning personnalisé parce que les jours d'ovulation et les jours de préparation endométriale avec les estrogènes n'est pas les mêmes dans les patients. Donc, nous devons individualiser les cas. Oui, normalement, c'est les jours 21, mais nous alrededor del... Les environs. Environ les jours 21. Mais ce n'est pas une chose obligatoire. Ça va surtout dépendre de chaque femme et de comment son endomètre se prépare. Oui, de la chorégraphie et de le cycle que la personne a normalement.
Très bien. Alors, il y a une participante qui nous dit qu'elle voudrait faire une adoption d'embryon et elle voudrait savoir si c'est autre chose que le double don et le don d'embryon. Non, c'est pareil. Je réponds pour le docteur. Du coup, une adoption d'embryon, un don d'embryon, un double don. Alors, adoption d'embryon et don d'embryon, c'est exactement la même chose. Les mêmes. Une double donation, c'est par contre un autre processus. Qu'est-ce qui diffère? C'est que dans le don d'embryon ou l'adoption d'embryon, l'embryon est déjà créé et c'est des couples de la clinique qui ont choisi de les donner. Et dans le cadre d'une double donation, il faut que nous créions dans le laboratoire les embryons. Donc, c'est ça la grosse différence entre les deux. Alors, il y a une autre question d'une patiente qui demande combien de temps est-ce qu'un embryon peut rester congelé avant le transfert? Il n'y a pas un temps limité. La préservation avec de les embryons est très sûre. Sûr. Oui, est sûr, pardon. Et il n'y a pas des années limitées. Les études que nous avons disent que il n'y a pas de différence dans le taux de grossesse pour un embryon qui a été congelé en année ou 2 années ou 5 années. C'est le même. Parce que finalement, une fois qu'un embryon est vitrifié, il est comme sauvegardé et il ne peut rien lui arriver. Oui, c'est ça. Très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que du coup, ce webinaire va bientôt arriver à sa fin. Sachez que dans tous les cas, et Andrea, est-ce que vous pouvez remettre la dernière diapositive, s'il vous plaît? Oui. Super. Donc, du coup, simplement pour vous informer ou vous rappeler que effectivement, nous avons un prochain événement à venir qui sont des consultations gratuites en ligne les 22 et 23 septembre prochains, auxquelles vous pouvez encore vous inscrire. Sachez que les places sont limitées. Donc, si vous souhaiteriez y participer, faites-le assez rapidement. Et du coup, lors de ces consultations, ça serait vraiment peut-être un petit peu plus personnalisé avec déjà quelques éléments de votre parcours ou de votre histoire. Et le docteur pourra vous donner un peu plus d'informations et un diagnostic un petit peu plus précis. Pour peut-être conclure et vous expliquer un petit peu le protocole, donc sachez que quand vous vous mettez en contact avec nous, quelle serait la première des choses? Donc c'est en général moi ou un de mes collègues du département d'assistance aux patients qui vous contactons et on vous demande un petit peu votre parcours, ce qui a déjà pu être fait, etc. En fonction de cela, on vous oriente déjà sur plutôt un traitement ou plutôt un autre et on vous demande de réaliser une liste d'examens pour organiser ce que l'on appelle votre première consultation personnalisée avec l'un de nos gynécologues francophones. Lors de cette première consultation personnalisée, du coup, la gynécologue a tous les résultats de vos examens et peut, en fonction de cela, vous donner un diagnostic précis. À la suite de cela, nous avons en général un entretien ensemble où on détaille un petit peu plus la partie administrative, les différents devis en fonction des traitements proposés par la gynécologue. Et si tout est OK pour vous, ensuite, nous procédons à votre dossier administratif. Si la gynécologue a besoin que vous réalisiez d'autres examens parce qu'au vu des examens que vous avez déjà présentés, il y a des choses qu'elle voudrait approfondir, c'est à ce moment-là que vous le ferez. Et ensuite, on organise du coup votre traitement. Votre traitement, donc en fonction de la période à laquelle vous serez aussi disponible et la disponibilité des donneurs ou des embryons, on organise du coup votre traitement qui se
constitue en général par un premier cycle test pour voir effectivement comment se comporte votre endomètre et comment est-ce qu'on arrive à cette préparation de l'endomètre. C'est à ce moment-là que l'on peut également faire les biopsies de l'endomètre s'il y en a la nécessité. Et ensuite, le cycle suivant, on réalise la même préparation, mais cette fois-ci avec le transfert de l'embryon. Donc voilà, je pense que c'était peut-être un peu nécessaire de repositionner un petit peu les différentes étapes finalement de votre parcours à l'étranger. Sachez qu'il y a aussi beaucoup de détails, etc., que l'on pourra vous donner. Il suffira simplement de vous mettre en contact avec nous et on rediscutera de tout ça. Pour la question d'une de nos participantes, pour savoir si on peut revoir le webinaire, oui, sans doute, et je vous enverrai dès demain le lien pour que vous puissiez vous connecter. Si vous avez d'autres questions ou s'il y avait d'autres doutes, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. Vous avez donc nos coordonnées sur la dernière page que le docteur nous présente. Et nous restons à votre disposition pour toute question, pour quoi que ce soit. Donc, n'hésitez surtout pas à nous recontacter. Et si vous aviez d'autres questions qui, finalement, après ce webinaire, arrivent, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Et la gynécologue ou moi-même, on sera ravis de vous y répondre. Nous vous remercions énormément. Passez une très, très belle soirée et on espère à très bientôt. Au revoir, merci.